voit des personnes de qualité ici. Et j'aimerais d'ailleurs que vous applaudissiez pour vous-même déjà. C'est important. Alors, je suis Malcolm, je suis le fondateur du mouvement RPN, donc la renaissance de la puissance noire. Il faudra s'affirmer à un moment donné. Hein. On n'est pas seulement là pour défendre la cause des autres. Nous avons aussi un narratif à écrire, nous avons aussi une histoire à écrire. Et nous avons une sorte de continuité à faire par rapport à nos ancêtres qui ont pu commencer. Donc, je suis là pour parler de mon mouvement et de ce qu'on a pu effectivement faire depuis le départ, et aussi parler des propositions que nous apportons au sein de la communauté. Nous défendons la communauté, comme vous avez pu le voir, aux quatre coins un peu de la France, et même aussi au-delà, en Belgique, en Suisse, parce que nous avons aussi une branche en Suisse. Nous avons aujourd'hui 9 branches à peu près, en Suisse, Belgique, Allemagne et autres. J'aurai le temps de développer là-dessus. L'idée, c'est d'être en capacité aujourd'hui d'avoir des branches un peu partout et faire la même chose que nous faisons ici en France. Défendre la femme noire, défendre l'homme noir, défendre l'enfant noir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous sommes aux quatre coins aujourd'hui du monde, on se prend une balle dans la tête. Et que personne n'est en capacité de nous défendre. Ce n'est pas que les lois n'existent pas, c'est qu'on n'a pas de culture juridique aujourd'hui. Donc il est important de parler, là je vais commencer par parler justement du lobby juridique dont je suis en train de mettre en place avec mon équipe qui est là, une partie de l'équipe qui est là en tout cas, et de faire en sorte que nous soyons en capacité d'avoir une armée d'avocats, de juristes, d'étudiants en droit, parce que ce sont eux qui seront les avocats en devenir et des juristes aussi également. Donc l'idée c'est d'être en capacité d'avoir une armée pour combattre une autre armée. Si vous pensez que le racisme dépend uniquement des citoyens et non d'un système, vous vous trompez. Si vous voulez défendre la communauté contre un système, il faudra créer aussi un autre système. D'où l'intérêt de s'imposer sur le plan effectivement juridique. Les lois existent, simplement nous n'avons pas la culture juridique. Donc pour ce faire, on aura besoin effectivement d'avocats, de juristes et d'étudiants en droit. Beaucoup nous ont déjà contactés, nous sommes en train de travailler là-dessus. Ça va prendre forme très bientôt, ne vous inquiétez pas. Et il faudra faire mal à qui le veut. On ne combat pas le racisme. On crée un rapport de force. On ne combat pas le racisme. On crée un rapport de force. C'est important ce mot, je suis en train de l'évoquer. Prendre des affiches, écrire SOS racisme ou notre vie compte n'a aucun sens en réalité. Dépenser 10 000 € pour faire des affiches, comme j'ai pu le voir avec l'histoire de Bakayoko, on était parti justement. Vous avez effectivement des organismes qui vont se nourrir de nos pleurs, hein, d'ailleurs aussi pour le dire, de nos malheurs, et des organismes aussi qui pèsent des millions aujourd'hui, mais qui sont en incapacité de pouvoir régler le problème. Le problème, il est de s'attaquer directement au portefeuille de ces gens-là, pas à la morale. Écrire justice pour les Noirs n'a aucun sens. Il faudrait prendre ces gens-là et les foutre en prison, comme c'était le cas pour Maman Divine, qui est là. Je pense que beaucoup la connaissent par rapport à ce qu'elle a fait depuis. Une reine incroyable. Ça faisait 3 ans qu'elle subissait du racisme. Elle m'a fait une surprise, je ne sais même pas au courant qu'elle venait. Merci maman pour la surprise en tout cas. Et ça faisait 3 ans qu'elle subissait du racisme. Vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux. Beaucoup de femmes subissent ça aujourd'hui. On va devoir se déplacer aussi également. C'est pour cela qu'on aura besoin effectivement de soutien de votre part, de la part de toute la communauté. Ce n'est pas seulement Malcolm ou son équipe, c'est toute la communauté qui doit s'intégrer dans ce mouvement et dans cette idéologie-là. S'imposer et ne pas attendre que les autres vous valident. Donc pendant 3 ans, cette reine s'est battue avec sa famille. Parce que ses enfants subissaient cela également. Hein. Elle rentrait chez elle avec des palpitations. C'est pour ça que des fois, il faudra que peut-être des chercheurs se penchent un peu sur le sujet de la mort de certaines personnes de la communauté. Beaucoup de personnes étudiantes, lorsqu'ils arrivent, par rapport à un choc culturel, décèdent. On ne sait pas pourquoi. On a vu avec Alessandra au Canada. On avait beaucoup de femmes noires aussi, d'hommes noirs et d'enfants noirs aussi qui se suicident énormément. Dans la communauté noire, il y a beaucoup de suicides. Mais c'est dû à des faits sociaux. Il faut garder ça en tête. 3 ans sans que la justice ne vienne à son secours. La seule fois elle va décider de se défendre face à un homme qui lui lance des excréments, ses propres excréments. Qui lui lance ses propres excréments. Pendant 3 ans, qu'il la menace de mort. Pour ne pas dire autre chose. Pendant 3 ans, des insultes, de la pression psychologique.
Imaginez chaque soir que vous rentrez chez vous, le soir, une personne vous attend dans l'idée de vous abattre, dans l'idée que vous quittez le pays, que vous quittez sa ville. 3 ans ayant subi cela. La seule fois qu'elle va se défendre, elle va finir en garde à vue. Voilà la réalité de la communauté noire. D'où l'intérêt de dire on ne combat pas le racisme, on l'attaque de front. On prend les personnes concernées et on les met en prison. Et on passe par des institutions, bien sûr, quand il s'agit de jurisprudence et d'avocats et autres. Comment est-ce que je prends la parole par rapport à ça? Ok, donc c'est comme tu veux. Tu as tout dit, okay. Je voudrais simplement vous dire que c'est l'union qui fait la force de toute façon. Si on n'est pas unis, si on n'est pas ensemble, on ne nous a pas facile. L'heure venue avait beaucoup apporté, ça a montré, ça a prouvé aussi aux autres qu'on n'était pas seul et qu'il y a du monde derrière. Le micro. Donc, l'heure venue nous a apporté, c'est un soutien pour vous dire que c'était primordial. Parce que ce n'est pas un soutien qui vient d'ailleurs, mais c'est un soutien des proches, des personnes qui nous ressemblent. Et ça fout quand même, ça fait peur aux autres. Et c'est ça qui est important, de dire que la jeunesse doit comprendre, doit savoir que on ne peut pas se battre tout seul pour avancer tout seul. On a besoin de tous pour progresser, pour évoluer. Merci. Alors, pour faire la suite à ce moment-là, je viens de dire, un argument qui sera pertinent d'ailleurs aussi. La personne qui la poursuivait tout le temps, après 3 ans, lorsque nous sommes déplacés, nous avons une puissance incroyable. En chacun de vous ici, vous avez une puissance incroyable que peut-être qui dort en vous, dont vous ne rendez pas compte. Moi, je l'ai compris en tout cas. D'accord? Je sais que le Nord, nous avons une démographie incroyable aux 4 coins du monde. Nous sommes juste des consommateurs. Si nous prenons cette consommation-là pour l'intégrer comme ce fut le cas du Black Wall Street, rappelez-vous, après la ségrégation, des Noirs, toujours des Blancs qui ne voulaient pas leur donner du travail, d'accord, leur apporter un soutien. Après, bien sûr, l'esclavage, on parle bien de l'esclavage. Ils ne voulaient pas leur donner du travail, ni des crédits, ni leur apporter, ne serait-ce que même un appartement avec de l'argent qu'ils avaient. Ils n'acceptaient pas leur dossier lorsqu'ils cherchaient du travail. Ils ont été obligés, et c'est ce dont je veux arriver maintenant aujourd'hui, ils ont été obligés de s'organiser entre eux, commercialement, économiquement, socialement, juridiquement, de tout ce que vous voulez. Ils ont montré aux yeux du monde qu'ils étaient en capacité de s'organiser sans prendre de crédit à la banque. Et là, on parle de après la ségrégation. Ça a été une des villes les plus importantes économiquement au monde. Et je pèse mes mots. Dites-vous qu'ils n'ont pas eu besoin de crédit. Ils n'ont pas eu besoin de s'apitoyer sur la gauche ou la droite ou les centristes parce qu'ils ont le même visage en Afrique bizarrement. Et ici, ils sont apparemment gauche et droite. Mais la gauche et la droite décident de piller l'Afrique. Et pendant ce temps, certains pensent que ce sont des défenseurs de l'Afrique. Donc, grâce à cette histoire-là, nous comprenons aujourd'hui que nous sommes en capacité de nous organiser. En plus, à l'époque, ils n'avaient pas effectivement Internet. C'était du bouche-oreille. Ils ont réussi à avoir plusieurs banques. Et encore une fois, ils ont tellement bien réussi leur projet que les mêmes personnes qui les ont traumatisés sont venues encore détruire leur vie en violant des femmes, en tuant des enfants. C'est important de garder ça en mémoire. Pourquoi je parle d'organisation? Parce que c'est une réalité aujourd'hui. Même si c'est sur une autre forme, c'est une forme de ségrégation également. Il faut que nous soyons en capacité, il faut arrêter d'être dans le déni à un moment donné, de penser que nous sommes, parce que nous avons individuellement, d'ailleurs Malcolm X en parlait d'ailleurs, on disait nègre de maison, ce n'est pas seulement le fait d'avoir une approche un peu utopique de l'histoire, c'est aussi le fait de se dire individuellement, je suis en capacité économique de m'organiser, donc ça ne m'intéresse pas le collectif. La problématique, c'est que individuellement, nous allons échouer tout le temps. Mais collectivement, nous allons faire basculer ce monde. Et je sais de quoi je parle. Dans l'histoire, vous l'avez tous vu ici, pour beaucoup en tout cas, parce que je vois sur les réseaux, on est beaucoup enseigné sur les réseaux, c'est très bien. Nous avons compris que dans l'histoire, lorsque les femmes noires se levaient, le monde basculait.
Je dis bien le monde basculait. Lorsque des hommes noirs se levaient, le monde basculait. C'est pour cela que beaucoup ont peur, effectivement. Donc je vais parler des faits un peu plus factuels. Alors, on parlera de l'aspect juridique un peu plus tard. Mais concernant tout cela, comment nous pouvons retrouver le même système ici aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui en train de construire, de développer une application. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est en plein développement. Mais nous sommes en train de développer une application qui permettra justement de pouvoir concentrer les structures de la communauté. D'où l'importance de consommer noir. On vous dit que le communautarisme n'est pas bien. Allez voir l'ONU qui détient l'ONU. L'ONU, c'est une structure créée par des Occidentaux qui parle de la géopolitique des autres pays, qui décide de la géopolitique des autres pays. L'OMS, ce sont des Occidentaux, donc encore une fois, communautaristes blancs, qui décident de la médecine que devraient effectivement avoir des Africains. Lorsque je me suis pensé sur le sujet à un moment donné, il y a quelques années, je me suis dit, mais pourquoi nous, on a quand même de la médecine traditionnelle à Yaoundé, en Côte d'Ivoire, au Mali, on a beaucoup de choses, des choses ancestrales qui peuvent guérir sans apporter des effets secondaires. Je me suis rendu compte qu'il fallait demander l'aval à l'Institut Pasteur. Donc l'OMS nous demande à nous, Africains, qui sommes les premiers nés de ce pays, de ce monde, de demander l'avis par rapport à notre propre médecine, pour la développer mondialement, bien sûr, pas localement, parce que localement, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Quelqu'un peut se lever un matin, il le fait, il n'y a pas de problème. Par contre, de façon mondiale, on ne pourra pas le faire, on doit demander l'aval de l'OMS. Elle doit valider nos études. Si elle ne valide pas, sachez que le communautarisme existe déjà. Mais seulement, il n'est pas noir. L'OMS est composée majoritairement d'occidentaux. C'est du communautarisme occidental. J'ai parlé tout à l'heure de la Banque mondiale. Je reviendrai encore sur la Banque mondiale et même aussi le FMI. Le FMI et la Banque mondiale sont des banques jumelles. Sont aussi construits et déterminés en tout cas aujourd'hui par les occidentaux. Décident de la monnaie qu'ils vont donner aux pays, décident des crédits qu'ils vont donner aux autres pays. Donc en réalité, on est vraiment dans du communautarisme blanc aujourd'hui. Le communautarisme noir, c'est lorsque des gens vont décider à la cafétéria d'aller manger du tiers ensemble. Voilà ce que j'appelle du communautarisme. Peuple noir, arrêtons d'avoir peur du communautarisme, s'il vous plaît. Le communautarisme chinois existe, personne n'en parle. Ça ne dérange personne. Posez-vous la question, pourquoi ça ne dérange personne? Le communautarisme indien existe aujourd'hui, ce sont les derniers arrivés en Europe, et ça existe, personne n'en parle, ça ne dérange personne. Le communautarisme tchétchène existe, et ça ne dérange personne. Le communautarisme pakistanais, si vous voulez, ou même turc, existe, et ça ne dérange personne. Pourquoi, selon vous, lorsque des hommes noirs et des femmes noires vont chez Maman Divine, vont voir des frères et sœurs, se déplacer simplement pour rendre visite, posez-vous la bonne question. Pourquoi, lorsque les Noirs veulent se décider économiquement, ça pose problème au monde? Pourquoi les hommes noirs en Guadeloupe ont essayé d'ouvrir une école pour expliquer simplement leur histoire? Parler de leur narratif. Ne pas dire que l'homme noir s'est vendu, mais expliquer aussi qu'il y a des spécificités. On leur interdit cela. Pourquoi, d'après vous, aux quatre coins du monde, on refuse cela? Donc c'est bien, je pense que vous avez tous la réponse, mais il est important de commencer à le faire sur le terrain. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Une application qui va valider cela, qui va permettre à consommer dans la communauté, créer une économie communautaire. Si vos entrepreneurs, comme notre sœur qui est là, ou même d'autres sœurs et d'autres frères qui sont là, sont en capacité aujourd'hui d'engendrer une économie assez incroyable, ils seront en capacité d'embaucher. Ça a l'air peut-être rien pour certains, mais c'est une importance capitale. On se plaint peut-être, moi j'ai manqué des LOX, lorsque j'étais directeur chez Zara, et on se plaignait de mes LOX. Voilà, on se plaignait de mes LOX. Il y a beaucoup aussi qui souffrent de ce malheur-là. Et en réalité, c'est que ce sont des biais cognitifs, des biais racialistes. On détermine qui est bien, qui est de nature à être humain, et qui ne l'est pas. Donc pour être humain, il faut ressembler avec vos cheveux, avec votre physique, votre nez, vos oreilles, vos yeux, je n'ai pas dit votre couleur de peau, ressembler plus à celui qui vous a écrasé. Donc l'idée elle est là, c'est une idée racialiste. Plus on va mettre en avant nos entrepreneurs, plus on va consommer, plus on aura des applications, des structures, des entrepreneurs qui mettront en avant la communauté noire dans sa spécificité économique, et plus vos entrepreneurs, nos entrepreneurs deviendront puissants et vous embaucheront. Voilà l'idée un peu derrière tout ça.
calqué sur l'exemple de tout cela. Nous avons un autre exemple aussi également, un autre élément sur lequel nous sommes en train de travailler pour l'instant encore. C'est sur le plan effectivement social. L'entraide communautaire existe aujourd'hui. D'accord? La gauche est une des premières, et je le dis, à nous attaquer lorsque nous nous déplaçons. Beaucoup le savent ici, on a vu des lettres, on a vu des messages, il n'y a pas de souci. Rappelez-vous pour ceux qui ont suivi les affaires comme dans la Creuse. Voilà, on s'est déplacé dans un village. La gauche nous avait interdit d'arriver là-bas. Parce qu'apparemment, le gâteau du racisme appartient à la gauche. On ne le dit pas officiellement, mais partout où nous sommes déplacés, que ce soit en Belgique, que ce soit même chez notre maman qui est là, elle le sait, des personnes de la gauche, pas des personnes lambda, des responsables de la gauche. J'ai eu même un sous-préfet qui m'a appelé clairement, qui nous interdit d'arriver là-bas. Parce que j'ai mis une pression en disant qu'on va venir, comme les Juifs le font d'ailleurs. Si les Juifs se déplacent et que vous n'êtes en incapacité de leur interdire, nous on va se déplacer et il ne va absolument rien se passer. Voilà pourquoi nous nous déplaçons. Nous nous imposons. On ne veut pas. La gauche ne veut pas que vous vous organisez. La seule chose qu'ils veulent, c'est vos votes. En expliquant que vous devez défendre leurs intérêts. Donc nous sommes en train de mettre en place sur le plan social, pour entrer plus dans le factuel, sur le plan social, nous sommes en train de nous organiser. Bien sûr, il y a des déplacements. Il y a aussi nos frères qui sont appelés péjorativement migrants. On appelle les autres expatriés, mais nous on nous appelle migrants. Bon, c'est à nous de prendre soin de nos frères sur le plan social, sur le plan administratif. Lorsqu'ils arrivent, ils ont traversé la Libye. Sachez ce qui se passe en Libye déjà, je pense que vous comprenez. En Tunisie, vous savez ce qui se passe avec les femmes noires et les hommes noirs déjà. On les traite comme des animaux. On ne peut pas dire encore à Dubaï et tout ce qui va avec le petit quota. Donc lorsque nos frères arrivent ici, il ne faut pas les délaisser ainsi. Nous sommes en train de créer aussi, on a déjà fait d'ailleurs, on va créer bientôt des grosses maraudes où on va aussi, j'ai mis une équipe en place avec une cellule qui va s'occuper aussi de l'aspect plus administratif. Le genre de culture fait que lorsqu'ils arrivent, ils ne maîtrisent pas la culture. Nous qui sommes déjà intégrés, pourquoi nous ne leur apportons pas notre aide suite au niveau administratif? Les autres le font déjà administrativement. Les Pakistanais le font très bien. Donc nous allons aussi apporter notre aide au niveau administratif. Nous allons faire en sorte que nos frères et sœurs s'en sortent à ce niveau-là. Si une partie des Noirs se trouve tout dehors, c'est notre image aussi qui est entachée. C'est bien de parler d'économie, c'est bien de parler du juridique, mais si une partie des Noirs se retrouve à quémander à des feux rouges, sans que les millions de Noirs qui sont là se sentent concernés, en demandant aux Français, aux Européens, aux Suisses, aux Chinois de s'occuper de nos frères, vous acceptez le paternalisme, mais en même temps vous la refusez d'une certaine manière. C'est un peu contradictoire. On ne peut pas dire que les Blancs, on ne veut pas du paternalisme des Blancs parce que lorsqu'ils arrivent, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Mais en même temps leur donner, en même temps, nos problématiques. Donc voilà un peu l'idée derrière tout ça. Nous avons 4 piliers aujourd'hui sur lesquels nous travaillons. J'ai parlé du juridique parce que nous devons construire effectivement une société juridique. Culturellement, nous devons avancer sur ce plan-là. Attraper effectivement les personnes qui sont concernées et les descendre, ou du moins les renvoyer en prison directement, plus des amendes. 45 000 euros d'amende. 45 000 euros d'amende en ce qui concerne les insultes racistes. Ce n'est pas les lois qui n'existent pas, c'est juste que nous n'avons pas les informations. Et c'est juste aussi que nous n'avons pas la culture juridique. Donc nous devons prendre ces lois-là, les faire évoluer aussi, mais surtout les faire appliquer. Et ça passe par des professionnels. Je vous promets que entre le fait de prendre 10 000 euros en allant mettre des affiches partout, stop au racisme, et prendre une personne, lui faire payer 15 000 euros, 45 000 euros, et le foutre en prison, je vous promets qu'il y en a un qui est dissuasif et il y en a un qui ne l'est pas. Celui qui est parti, il saura que le racisme